Abios, c'est un programme transfrontalier européen qui s'intéresse aux habitats pyrénéens à travers le suivi et la connaissance d'espèces bio-indicatrices, qui s'est déroulé entre 2016 et 2020, qui a concerné une vingtaine de partenaires de part et d'autre des Pyrénées, donc du nord au sud et d'est à l'ouest, des établissements publics, des fédérations des chasseurs, des entités espagnoles, catalanes et des associations. Jérôme pour l'équipe Bourbou. Ouais Jérôme, je te reçois. Ouais, je démarre de la piste là. Ok, bien reçu, bonne montée, à tout à l'heure. Ces espèces bio-indicatrices, c'est 3 espèces de galliformes, le grand tétra, le lagopède alpin et la perdrix grise. Il y a aussi 3 espèces de pics, le pic noir, le pic marc et le pic à dos blanc, et la chouette de Tengmalm. Alors le grand tétra, si effectivement on est assez polarisé sur cette espèce, c'est que c'est une espèce d'abord très sensible de la faune française. Deuxièmement, c'est une espèce qui est très, je ne sais pas comment il faudrait dire, emblématique ou charismatique, qui plaît. Oui, c'est une espèce qui a été finalement de très méconnue il y a une cinquantaine d'années, maintenant qui est sur toutes les cartes postales. Il y a des boîtes de nuit qui s'appellent le grand tétra, des pistes de ski et tout ce que vous voulez, quoi. Effectivement, le grand tétra, c'était donc une des espèces cibles du projet, mais qui, sur la dizaine d'actions du projet, il y a au moins 4 ou 5 de ces actions qui concernaient le grand tétra. Il y a une de ces actions qui consiste à développer des suivis d'oiseaux à l'aide des nouvelles technologies, sachant que dans ces nouvelles technologies, il y a les GPS, il y a le piégeage photographique et il y a aussi les balises bioacoustiques. On n'a pas mis à nos tétras des balises GPS pour mettre des balises GPS et voir juste ce qu'ils font. Derrière, il y avait des questions. Et en fait, il y avait même 2 questions. La première, c'était est-ce que, sachant qu'on fait des actions où on prétend améliorer les habitats du grand tétra, est-ce que, munis d'une balise GPS, les grands tétras sont capables de nous dire finalement, si oui ou non, ils apprécient ce qu'on a fait pour eux. Donc il fallait donc pour ça travailler sur des sites où on a travaillé sur l'habitat. Alors on l'a fait effectivement, nous, dans la réserve nationale de chasse et faune sauvage d'Orlu, parce qu'on travaille sur les habitats depuis très longtemps, 1999 je crois. Et puis la deuxième grande question à laquelle on essayait de répondre, c'est que depuis un certain nombre d'années aussi, on a développé des partenariats ou des actions envers les domaines skiables. Parce que, en gros, les stations de ski sont en elles-mêmes un facteur quand même de perturbation de l'environnement local. Mais assez vite, on a essayé de développer des actions visant à minimiser un peu, à réduire l'effet négatif de la station de ski, et avec des choses qui ont finalement remarquablement bien marché. On ne savait pas comment ça fonctionne, on ne savait pas comment les oiseaux, quand il y a du ski ou quand il n'y a pas de ski, quand c'est l'hiver, quand c'est l'été. Et donc on a pensé qu'on pouvait commencer à essayer de répondre à ces questions-là. Donc en effet, ici, on a démarré en 2017 un programme de capture et équipement GPS de grand tétra
Et donc on a débuté sur le site de Mourtès en 2017 les captures qui ont permis cette année-là d'équiper un coq et 3 poules, qui ont été complétées l'année suivante par la capture de 2 nouvelles poules. Il y a plusieurs méthodes pour attraper les tétras, mais nous on a utilisé essentiellement 2 méthodes. Une méthode qui se fait en période hors neige, qui est la pose de piège où l'oiseau se prend passivement, c'est-à-dire qu'on ne le pousse pas dans un piège. Il s'agit de 2 nasses qui sont reliées par un petit barrage fait en grillage. Et aux extrémités, en fait, il est guidé dans un système de petits entonnoirs, qui est d'ailleurs une forme de nénuphar, c'est pour ça que le nom anglais de ces cages c'est la lily trap, et qui vont être faits d'une certaine façon où l'oiseau va en fait pénétrer dans cette trappe en poussant un morceau de grillage libre qui a tendance à se refermer sur lui-même par sa rigidité. À Mourtès, au total, ce genre de piège, donc, qui était tout le temps par grappe, minimum de 2 et jusqu'à 3, à Orlu, il y avait 15 pièges. C'est un piège qui est utilisé depuis la nuit des temps, sans doute, par les Indiens d'Amérique du Nord, puisque c'est la personne, moi-même, qui m'a formé, qui était un Nord-Américain, qui avait travaillé 10 ans sur un tétra nord-américain, qui se l'était fait enseigner par une tribu de gens locaux. Alors évidemment, eux n'avaient pas du grillage, ces gens-là, mais ils faisaient ça avec des petites branches de saule qui tressaient. Après une routine, tous les jours une tournée pour vérifier tous les pièges, une fois par jour, minimum, sachant que le week-end, les pièges étaient fermés pour les repos hebdomadaires. On a quand même complété le dispositif aussi par des pièges photos qui nous permet quand même d'avoir un renseignement sur la fréquentation de ces pièges, notamment en période de capture, hein, et assez informatif aussi finalement sur des fois où les oiseaux passent ou plutôt évitent le piège. Et énormément de vidéos où les oiseaux sont confrontés à ce grillage et peuvent rester une demi-heure, 3/4 d'heure et faire des allers-retours sur ce grillage et ne jamais se décider à rentrer. Et parfois des vidéos où l'oiseau arrive devant l'entrée et ne se pose même pas de questions, rentre tout de suite. Et la deuxième méthode qu'on a utilisée, on ne l'a pas inventée nous, on l'a repris des Norvégiens qui utilisaient du filet de pêche à saumon qu'on dispose sur les sites traditionnels de parade nuptiale où les mâles sont très excités là, au printemps. On installe en milieu de journée, quand ils ne sont pas actifs, ces dispositifs. On se cache à côté et les oiseaux, quand ils viennent faire leur malin, là, eh bien, s'ils sont assez excités, ils vont se pocher dans le filet. Donc sur l'opération Bourbou, la particularité c'est que c'est une opération qui se fait en montagne. Au mois de mai, à cette altitude-là, il y a encore pas mal de neige. Donc pour pouvoir organiser cette opération, on a dû faire un héliportage, parce qu'on avait plusieurs centaines de kilos de matériel à monter, à peu près à 1900 mètres d'altitude, où on a installé un camp de base qui était à peu près à 800 mètres de la place de Champ. C'était une grande tente qui nous permettait d'avoir un point chaud, pouvoir faire à manger et se mettre à l'abri s'il faisait mauvais temps. Donc la particularité début mai, c'est qu'il y a pas mal de neige. Donc au tout début, pour installer à la fois les filets et surtout les 3 tentes d'affût fixes,
c'était de faire des replats sur la neige, et au fur et à mesure des semaines qui s'écoulaient, on refaisait régulièrement ces zones d'affût pour pouvoir voir à chaque fois 100% des pièges depuis ces zones-là. Donc on arrive sur les coups de 15 heures sur la zone. On a à peu près 1 heure et demie d'installation des filets pour pouvoir être après sur les coups de 17h30 dans la tente, laisser les oiseaux arriver. Donc après le temps vraiment de surveillance des pièges commençait, on va dire, 1/2 heure avant la tombée de la nuit. Les oiseaux commencent à arriver sur la zone de champ, et à ce moment-là, ils peuvent se capturer le soir. On a des captures nocturnes jusqu'à 22h, 22h30. Et après, à partir de 4h, 4h30 le matin, ils se remettent en activité. Et donc là, les captures peuvent se faire à partir de 4h, 4h30 jusqu'à 8h30, 9h à peu près. Période de chant à base de filets, là ça demande une surveillance continue quand les filets sont tendus, et donc là on intervient directement quand l'oiseau s'est poché, tout simplement en allant délicatement le libérer pour faire les mesures et l'équipement que l'on vise. Et la première chose, c'est déjà, on va dire, de stabiliser l'oiseau en lui mettant une chaussette sur la tête et en le mettant dans un sac de jute pour arriver à le bloquer. Voilà, donc sachant qu'également pendant ces captures, donc c'est 2 techniques différentes, la première chose que je fais, c'est de peser afin de savoir si le poids est suffisant pour que je lui pose la balise GPS. En fait, la balise a des petits trous, on installe un ruban dedans, et en fait on va positionner cette balise entre les 2 ailes, sur le dos, comme un sac à dos. Et on va fixer après ces rubans et serrer le ruban ni trop ni trop peu, pour qu'il soit bien fixé sur le dos de l'oiseau et qu'il ne le dérange pas pour son envol. Et donc lors de ces captures, que ce soit avec ces 2 techniques, vous voyez, on en profite pour faire tout un tas d'autres mesures. Alors par exemple, ça va être la mesure du bec qui, chez les mâles par exemple, va permettre, grâce à des mesures qui ont été faites auparavant et des travaux statistiques, de pouvoir éventuellement savoir à peu près l'âge de l'oiseau. La réaction de ces animaux à la relâche, ça peut être deux choses différentes. Soit l'oiseau va s'envoler tout de suite, soit il va chercher plutôt à se blottir dans des rhododendrons ou à ne pas s'envoler. Et donc du coup l'idée était de trouver un endroit suffisamment ouvert dans le cas où il veuille s'envoler, et également un endroit où il y ait suffisamment de végétation dans le cas où il veuille se fondre dans la végétation et partir à pied.
Donc on avait envisagé cette opération sur 5 semaines, ne sachant pas un petit peu comment allaient se dérouler les captures. Et on a été très agréablement surpris de capturer les 4 oiseaux que l'on devait équiper assez rapidement, 4 coqs. En 10 jours, l'opération était terminée. Et ce qui était bien du coup, c'est que ça s'est fait avant le pic de chant, puisqu'au moment où on a capturé les 4 coqs, on n'a pas détecté de poules sur la place de chant à ce moment-là. En termes de suivi, donc la technologie que l'on a utilisée ici, c'est une technologie GPS UHF et un mode de transmission des données acquises qui sont à la fois les localisations GPS mais aussi des données notamment d'accélérométrie qui se téléchargent à distance à partir d'un récepteur qu'il faut emporter sur le terrain et se retrouver dans des conditions de distance et on va dire de disponibilité pour télécharger les données des oiseaux. Donc chaque oiseau a une fréquence particulière qui lui est propre et donc l'idée c'est de scanner les différentes fréquences pour pouvoir localiser les oiseaux qui peuvent être à des endroits relativement différents. Donc ce qu'on essayait de faire, c'était à minima une fois par mois de localiser les oiseaux et de télécharger les données. Donc ça toute l'année, l'été à pied et l'hiver on faisait ça en ski de randonnée. On a été assez surpris de faire parfois nous-mêmes des déplacements importants pour les localiser, avec parfois des oiseaux qui ont été localisés à 8 km à vol d'oiseau de la zone de capture. Les GPS, ils présentent aussi l'intérêt qu'on peut les programmer de façon adaptée aux questions qu'on veut résoudre, sachant quand même qu'on a une grosse limite, c'est l'autonomie des batteries. Et en moyenne, on a opté un peu pour tâter le terrain sur des programmations avec entre 4 et 6 localisations par jour. Alors il y a 2 types de données qu'on récolte. C'est d'abord des points sur la carte, donc très précis. En moyenne, on utilisait des matériels où on avait une précision de moins de 10 mètres. On sait si l'oiseau est dans tel bouquet de sapins ou au contraire dans telle petite clairière. Effectivement, sur la vingtaine d'oiseaux, un peu plus qu'on a suivis nous, plus ceux qui ont été suivis par nos collègues français comme espagnols, on a eu des choses très variées dans les comportements de déplacement. On a eu des individus très casaniers, qui n'ont pas bougé de leurs 50 ou leurs 100 hectares pendant tout le temps de leur suivi, c'est-à-dire en général une année à peu près. D'autres qui, au contraire, ont montré des grandes différences entre les saisons, étant par exemple relativement casaniers en hiver, mais faisant des grands déplacements, soit en automne, soit au printemps. Puis des oiseaux qui nous ont surpris, par exemple des oiseaux qui ont été capturés près d'un site de reproduction, et puis donc en plein été après la période de reproduction, mais qui finalement à la période de reproduction suivante ont sauté une petite vallée glaciaire pour aller se reproduire de l'autre côté de la vallée glaciaire. On ne l'attendait pas du tout, que ce soit des mâles ou des femelles. On a aussi fait des exploitations encore un peu rustiques, mais sur ce qu'on appelle la sélection d'habitat, savoir si l'oiseau va plutôt rechercher tel type de milieu, être indifférent à un autre, et puis refuser un autre type de milieu. Alors, le point positif, il y en a plein. Il y a des résultats techniques assez nombreux. On a parlé surtout des suivis d'oiseaux, mais on a sur d'autres actions on a aussi pas mal
de choses très positives. Autre point positif qui est très important, c'est les aspects, j'allais dire, humains et de collaboration entre personnes et entre équipes. On a vraiment appris à travailler avec les Espagnols. On a appris beaucoup de eux et eux, ils ont appris de nous. Et ça, c'est irremplaçable. Après, côté négatif, un peu de lourdeur administrative. Et puis, un peu de frustration parce que ça s'arrête. Mais c'est surtout du positif.